Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec les débats avec Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour Michel. Bonjour. Alex Bonjour Zarmon, journaliste politique. Votre chaîne est sur YouTube. C'est une chaîne de débat politique, Les Indécis. Bonjour, Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, et vous êtes candidat à la présidentielle. Bonjour. Bonjour, et Jérôme Dubus, membre de la République En Marche. Nous allons débattre. On va parler évidemment des annonces faites par le Premier ministre hier, levée progressive des restrictions. 2 cadres du RN chez Zemmour, mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen, et puis sondage IFOP, la gauche décline dans les banlieues populaires. Et puis le zapping politique avec Gilles Gansman comme tous les jours. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Valérie, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Et oui, on est en campagne présidentielle. Et après Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, qui était d'ailleurs en campagne au Jardin des Halles, vous vous souvenez, oui. L'évacuation de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. Et bien quelques mois après, BFM est retourné sur place et les toxicomanes sont tous revenus. Le 24 septembre dernier, 130 consommateurs de crack sont évacués du quartier des Jardins des Halles, puis déplacés ici, porte de la Villette. À l'époque, Gérald Darmanin assure que cette solution est temporaire, mais presque 4 mois plus tard, ce square est devenu le point de fixation pour les toxicomanes. Rien ne bouge, les craquages de jour en jour ils augmentent. Ça veut dire là aujourd'hui ils sont 500, vous allez venir à la fin du mois, au début du mois de février, ils sont à 600, 700. C'est fini. C'est invivable, c'est une violence, c'est de l'exhibition, c'est des gens qui défèquent n'importe où, il n'y a rien qui a changé. Ça va être compliqué de passer le Karcher, les promesses. Et puis c'est aussi la critique de notre système médiatique, c'est-à-dire que tout le monde se précipite à un moment derrière les annonces où on va filmer, et puis après il n'y a pas de suivi, quoi. Non, Georges, vous voyez réagir sur ce sujet? Oui, non, c'est une honte. Il n'y a pas de volonté de régler le problème. Oui, c'est des coups médiatiques. On dit qu'on les déplace et puis après ils reviennent. On les déplace, on ne traite même pas, on ne traite ni les gens qui ont des problèmes de toxicomanie, on ne protège pas les riverains, qui sont quand même, je le rappelle, étaient obligés de se défendre même contre l'invasion de leur vie tous les jours, la menace de leurs enfants. C'est délirant. Ouais. Et puis, encore une fois, là, récemment, j'étais avec des amis qui venaient de l'étranger, qui connaissent Paris. Ils disent, mais Paris, qu'est-ce qui s'est passé? est dégueulasse. C'est sale partout, c'est sale dans les beaux quartiers, c'est infect. Et puis c'est tout détruit, les fils pendouillent. Mais c'est à la 5e puissance mondiale. Il se passe quoi? Non, mais deux remarques rapides. D'abord, il ne s'agit pas de passer le Karcher sur des toxicomanes. Excusez-moi, mais enfin, c'est pas tout à fait le sujet. Le sujet, c'est que ces toxicomanes sont des malades et qu'il faut les soigner. C'est pas des délinquants. Non, mais ce ne sont pas que des malades, Jérôme. Oui, non, mais attends, permets-moi de terminer. Je veux juste terminer. Bon, d'abord, ce sont moi, je considère que ce sont des grands malades au sens propre du terme, et qu'il faut les soigner. Et que notre secteur aujourd'hui hospitalier n'est pas capable de les soigner. Donc, il faut des centres. Oui, mais attendez, il faut des centres privilégiés. La psychiatrie en France. Oui, je suis parfaitement con, mais c'est pas seulement des problèmes psychiatriques, c'est des problèmes physiques aussi. C'est pas que ceux qui sont vous savez, ça fait quand je suis arrivé comme élu à Paris en 2002, on parlait déjà des toxicomanes et des gens du crack de la place Stalingrad. Alors, ils étaient place Stalingrad. Bon, là, ils se sont déplacés, mais on continue. Mais là, donc, on nous a dit régime après régime, municipalité après municipalité, on bouge pas. Voilà. Ici, monsieur Dubus, je pense qu'on pourrait les déplacer rue Saint-Honoré. Et deuxièmement, salle de shoot rue Saint-Honoré, à 200 mètres de l'Élysée, je pense que le problème serait si les beaux quartiers sont sales, les quartiers un peu plus défavorisés sont sales aussi. C'est Paris en globalité qui est sale. Et les services publics ne fonctionnent pas. Un mot, Michel, parce qu'il faut qu'on enchaîne sur les sons. Juste deux mots. D'abord, c'est ce point de fixation, cet abcès dans la capitale et proche banlieue, c'est un échec complet de tous les pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics, c'est pas que Darmanin, c'est la mairie de Paris, c'est le gouvernement, c'est la région Île-de-France, qui n'ont jamais été capables de se coordonner, sinon devant les caméras, quand l'un venait dans les caméras, l'autre arrivait derrière. C'est vraiment un échec complet. Et la deuxième chose, c'est que je pense que le Jardin des Halles, la Villette et ce quartier
dans l'ensemble, sera certainement un des points de fixation de l'élection présidentielle. Parce que les habitants sont tellement exaspérés. Moi, j'ai des proches qui habitent par là-bas et je peux vous dire que la colère, elle monte. Et elle monte pas uniquement... On l'a entendu là dans les réactions. Michel, je vous interromps parce qu'il faut que Gilles continue son zapping. Oui, mais tant mieux. Autre réaction, ça va vous faire réagir aussi. Après l'intervention de Jean Castex, sur CNews, Julien Drey a évidemment réagi, mais a réagi sur le retard de la France. Je vais poser une question qui est quand même une question qui est attenante à la question de l'hôpital public. C'est la situation de la recherche scientifique française et la situation de nos grands laboratoires. La France n'a pas fabriqué de vaccin. Toujours pas. Voilà, toujours pas. En 2022. Peut-être que Sanofi travaille sur 10 ans, mais on n'a toujours pas fabriqué de vaccin. On est toujours à la traîne sur, je dirais même la fabrication des ustensiles. Je regarde sur les masques, quand on regarde, on continue à importer massivement des masques. Parce qu'on n'a pas réussi à réindustrialiser. Je préfère qu'on fasse un vaccin que des masques. La dernière phrase, c'est Martin Balaché, vous savez, Madame Irma qui voit tout sur le Covid-19. Et pour finir, hier, je ne sais pas si vous avez lu Le Parisien, il révélait le côté grippe-sous et radin de François Bayrou. Bien évidemment, il était sur LCI. Il ne veut pas contribuer à la campagne d'Emmanuel Macron. Le MoDem ne veut pas donner son argent, son trésor de guerre. Elisabeth Martichoux l'a titillé hier sur LCI. Est-ce que vous êtes radin, François Bayrou ? Je crois pas, non. Pourquoi ? Parce que certains le disent. Voilà, cette citation dans Le Parisien. Le MoDem, c'est des pinces. Bayrou, c'est Picsou. Pire, c'est Gripsou. Je ne participe à aucune médiocrité. Mais c'est vrai que je n'aime pas le gaspillage de l'argent en politique. Financer une campagne, c'est pas Je suis à la tête du seul parti politique, je crois, français qui n'a pas de dette. Et je ne suis pas pour les campagnes électorales chères. Et donc, qu'est-ce que vous avez dit à l'AREM qui vous réclame un peu d'argent ? D'abord, personne ne m'a réclamé quoi que ce soit. Et je dis simplement, ne dépensons pas trop, ça ne sert à rien, c'est de l'argent gaspillé. Et dans ces dépenses raisonnées, naturellement, nous prendrons toute notre part de responsabilité. Un peu Gripsou quand même. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Oui. Bien sûr. Ah bon, c'est une notoriété ? Évidemment, ça fait des années que ça dure. Le MoDem a un trésor de guerre, ça tout le monde le sait. Il est propriétaire de son siège. Bref, il y a eu d'ailleurs toute une histoire et beaucoup d'argent. Tout est relatif pour un parti politique. Mais il y a de l'argent, et il veut pas le sortir. Mais s'il fait rien, évidemment, il aura un trésor de guerre ad vitam aeternam. Mais la LREM et Emmanuel Macron ont tant besoin d'argent que ça pour faire campagne. Mais attendez, il y a une maison commune. D'ailleurs, je rappelle que M. Macron utilise les services, sa position pour faire campagne. Mais non, mais ça c'est une vieille histoire. Chaque présidentielle, on y a droit. Quand le président candidat est sortant, il est soutenu par diverses banques et des gens extrêmement riches. Pareil pour Chirac. Je suis étonné qu'il ait besoin d'argent, mais peut-être c'est parce qu'il dépense beaucoup comme quand il était à la banque Rothschild. La maison Ensemble Citoyen, qui est une maison commune, le MoDem en fait partie, il doit verser son obol. Oui, ça me paraît logique. Pas de problème. Je ne savais pas que la LREM manquait d'argent. Mais il n'y a pas d'argent, c'est pas un problème. C'est plus un problème. C'est plus un problème de symbole qu'un problème d'argent. N'oubliez pas d'apporter votre bol à la LREM. C'est un problème de symbole pour faire campagne. C'est un duel là. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. À tout de suite. Les débats avec vous, avec Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Alex Darmon, journaliste politique, votre chaîne YouTube, c'est Les Indécis, chaîne de débat politique, Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, et vous êtes candidat à l'élection présidentielle, et Jérôme Dubus, membre de La République En Marche. Levée progressive des restrictions, vous nous direz ce que vous avez compris, si ce sont des annonces plus politique que sanitaire. On va mettre en place un pass vaccinal pour le lever 15 jours après. Enfin, c'est assez incompréhensible. 2 cadres du Rassemblement national chez Éric Zemmour. La guerre entre Zemmour et Le Pen, on pourra en reparler. Et puis, sondage IFOP, pourquoi est-ce que la gauche décline dans les banlieues populaires? Tous ces sujets avec vous, évidemment. 0826 300 300 si vous voulez réagir. Les coups de cœur, les coups de gueule. Commençons avec Alex Darmon, qu'on sort un petit peu de nos sujets. On sort un petit peu, sans en sortir, sans en être très loin, c'est plus, c'est un coup de cœur, c'est les 6 dessinateurs de BD qui vont couvrir la campagne présidentielle. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. 6 dessinateurs de BD vont chacun suivre un candidat ou 2 et raconter ce qui se passe dans cette campagne. Ils vont avoir des accès exclusifs et la BD sortira 15 jours après la campagne présidentielle. Donc ces 6 dessinateurs de BD, il y aura Mathieu Sapin, Lara du Canard Enchaîné,
Chenet, Dorothée de Montfred et Coco Pello, que j'adore. Coco Pello, qui a fait une BD qui s'appelle Palais Bourbon, qui est vraiment géniale, cette BD. Je vous conseille de la lire, qui raconte le fonctionnement du Palais Bourbon. Et donc, ces dessinateurs vont suivre, je crois que Coco Pello suivra Valérie Pécresse. Mathieu Sapin, lui, avait déjà fait une BD sur le président de la République, Emmanuel Macron, il le suivra. Bref, ils se sont un peu partagés le suivi de campagne, et ça sera à mon avis un autre regard un peu différent, avec un pas de côté, parce que je pense qu'on en a besoin dans cette campagne présidentielle. Là, tout le monde s'énerve, s'excite, part sur la première polémique possible. Là, je pense que ça va apporter un peu de respiration, et aussi, moi qui adore la BD, je suis curieux de voir ça et de voir des images un peu différentes. Voilà. Et ça doit paraître quand 15 jours après. 15 jours après, c'est coédité par Dargaud et Le Seuil. Très bien. Voilà. Écoutez, c'est un beau coup de cœur. Jérôme Dubus, c'est un coup de cœur. Personne ne suit notre ami, je suis déçu. Pourquoi pas encore. Parce qu'il est candidat à la présidentielle. Les petits candidats. Je ne sais pas si vous avez été contacté ou pas. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui suivra les petits candidats. Ah oui. On a su que sur les gros candidats, en tout cas. Anne Hidalgo n'est même pas suivie par un dessinateur. Non, c'est un petit candidat. Anne Hidalgo, oui, ne m'inquiète pas. Si on a les 500 parrainages, ils vous suivront. Voilà. Jérôme. Coup de cœur aux entreprises françaises dans le contexte actuel, parce que c'est la 4e ou la 5e vague qu'elles subissent, d'ailleurs comme toutes les entreprises mondiales, mais je trouve qu'elles résistent plutôt bien, nos entreprises, et notamment les PME, TPE. Là, c'est très compliqué en matière de fonctionnement. Il y a un absentéisme qui va de 10% pour celles qui sont les plus favorables, jusqu'à 50% des personnels qui sont absents, à cause évidemment des tests, à cause des enfants qui sont malades, à cause des gens qui sont atteints par le Covid, etc. Et donc, c'est très difficile de faire fonctionner des entreprises en ce moment. Il y a d'ailleurs des secteurs qui sont très atteints, dont on parle très peu. Je parle des transports scolaires, par exemple, qui sont extrêmement atteints, avec des chauffeurs qui sont absents, et pour cause. Je parle des théâtres aussi, dont on parle peu, qui ont dû annuler un certain nombre de représentations. Je parle aussi d'un certain nombre de commerces qui ont dû fermer faute de vendeurs, qui étaient malades. Donc tout ceci n'est pas très favorable à la croissance, évidemment, qui était plutôt bien annoncé, comme en 2021 d'ailleurs, plutôt bien annoncé en 2022, parce qu'on partait sur 4-5% de croissance en France, qui était plutôt bien. J'ai peur qu'évidemment ça atteigne ce chiffre-là. Et je trouve que les entreprises françaises font preuve de réorganisation, de résilience très forte. Et notamment les PME, TPE, évidemment. Les grandes, c'est plus facile parce qu'ils ont des systèmes et des directions des ressources humaines qui sont performantes. Dans une TPE, dans une PME, quand il vous manque 2, 3, 4, 5 personnes, c'est difficile. C'est très difficile. Il faut complètement réorganiser. Il faut revoir les plannings de sortie. Ça s'ajoute aussi pour un certain nombre de secteurs avec une crise sur les matières premières. Beaucoup d'entreprises, notamment dans le BTP, sont touchées par une absence de matières premières ou une hausse des matières premières extrêmement importantes. Et donc tout ceci fait que le contexte est difficile pour les chefs d'entreprise, et je voulais d'ailleurs leur donner un coup de cœur ce matin. Bon, c'est fait. Georges, vous, c'est tout à fait différent. On sort de France. Alors, au sort de France, c'est un sujet quand même important, beaucoup moins léger que les bandes dessinées. Et je suis tout à fait surpris que ce ne soit pas un sujet central de l'élection présidentielle, puisqu'il concerne la paix et la guerre en Europe. Hier, nous avons appris que lors d'un déplacement et pour les vœux aux armées, le président de la République avait annoncé le potentiel envoi de troupes françaises en Roumanie, renforçant la force de l'OTAN, de la Enhanced Forward Presence, qui est la force avancée, poussée, c'est-à-dire de containment de la Russie. Les déclarations martiales des uns et des autres vont en s'accroissant. Biden menace la Russie de répression militaire quand même. La Russie déplace ses flottes. Les flottes de la Russie sont sorties avant-hier. Je ne sais pas, ça devrait inquiéter. Non, normalement, là, on a une situation de guerre froide, assez classique, mais du mauvais moment de la guerre froide, des années 70. Si tout se passe bien, normalement, les avions stratégiques américains... S'il y a des troupes qui sont déplacées, on est au-delà... Non, ça a toujours été le cas. Mais la semaine prochaine, on aura des avions russes qui vont faire le tour de l'espace européen. Les avions stratégiques, les avions américains vont faire la même chose autour de l'espace russe. Il y a énormément d'éléments de tension. Et le problème, c'est qu'on a un président qui fait du suivisme et qui est vassalisé aux États-Unis. De Gaulle n'aurait pas accepté cela. On est
On a une Europe, soi-disant, on parle... Monsieur... On n'en sait rien, De Gaulle. Si, Emmanuel parler Macron. De Gaulle aujourd'hui, on n'en sait rien. Sur le cas de la Russie, je pense que De Gaulle, on peut le faire parler. On ne sait pas. Si, il voulait une nation pivot avec une France qui équilibre les forces entre les grandes puissances. Totalement différent. Et non, ça commence à ressembler beaucoup le contexte. En tout cas, Monsieur Macron était mercredi à Strasbourg et parlait à nouveau de souveraineté européenne. L'Europe est là également totalement suiviste. Il ne se passe rien. Elle suit les États-Unis qui, eux, veulent que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Est-ce que c'est l'intérêt de l'Europe? Est-ce que c'est l'intérêt de la France? En tout cas, c'est évidemment pas l'intérêt de la Russie, à qui les États-Unis avaient promis en 1995 qu'il n'y aura pas d'extension à l'Ukraine. Et donc, c'est un casus belli. Donc oui, les Russes mobilisent leurs troupes. Ouais. Donc je dis que la France, vu son statut, vu que c'est une force nucléaire, plutôt que de dire oui, Monsieur Biden, je vais envoyer des troupes en Roumanie, devrait dire peut-être vous devriez réfléchir. Je sais, Monsieur Biden, que vos élections de mi-terme de novembre sont très très importantes pour vous et que vous êtes dans une catastrophe politique parce que ça va pas économiquement, parce que ça va pas, puis vous risquez de perdre par rapport aux Républicains et ça serait malvenu pour l'élection présidentielle dans 3 ans. Mais on ne peut pas jouer avec la paix sur le continent européen. Bon, on a l'impression, en entendant ce discours, que c'est M. Biden qui est responsable de tout. En réalité, les torts sont partagés. Alors, Biden est peut-être maladroit, il a peut-être un certain nombre d'envies sur l'Ukraine, effectivement, mais Poutine est aussi extrêmement maladroit et extrêmement belliqueux. Donc, si vous voulez, les torts sont partagés dans cette affaire. J'ai dit que les Russes ont déplacé leur flotte. J'ai commencé en disant que les Russes ont déplacé donc si vous voulez, oui, mais enfin d'accord, mais ça fait longtemps que la Russie gagne de nouveau l'Ukraine. Donc si vous voulez, je pense que ça devrait être une zone neutre. Et c'est aux Ukrainiens de choisir. C'est aux Ukrainiens de choisir. C'est pas à l'Europe de choisir, c'est pas aux États-Unis de choisir, c'est pas à la Russie de choisir. C'est aux Ukrainiens de choisir. Je sais bien que ça se passe pas comme ça. Voilà, oui, ça devrait se passer comme ça. Michel Daube. Juste un ou deux commentaires. Il est vrai que Biden a certainement envie de bomber le torse après l'humiliation que les États-Unis ont subie en Afghanistan et que pour des raisons plutôt de politique intérieure, il pourrait risquer un bras de fer avec la Russie dont nous serions les victimes collatérales assez importantes. Après, je pense que le peuple ukrainien est quand même très largement favorable à être membre de l'Union européenne, à faire partie de l'OTAN et que c'est un peuple européen qu'il faut peut-être soutenir. Et dernier point, c'est bien beau les discours sur la souveraineté nationale. Zemmour est pour qu'on quitte l'OTAN, par exemple, que la France quitte l'OTAN. Donc c'est très bien de parler de la souveraineté nationale. On en parle tous les jours dans les débats de société. Mais après, si on quitte ce dispositif qui n'est pas que un dispositif américain, c'est aussi un dispositif européen, que va pouvoir faire la France seule? Enfin, honnêtement, ça sera quasiment impossible. On a déjà peu d'influence au niveau international et on a vu la comédie du Parlement européen l'autre jour où vous aviez 5 candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants qui se crêpaient le chignon devant toute l'Union européenne, qui s'est bien moqué de nous. Merci Emmanuel Macron d'avoir confondu la présidence de l'Union européenne avec la candidature à l'élection présidentielle. Mais là, franchement, si on s'isole encore davantage, on aura encore moins d'influence. Mais sur les grands enjeux Michel, si je peux me permettre, la France est isolée parce qu'elle est suiviste. Je rappelle quand même que la France n'est pas la Grèce. Mais la France n'est pas isolée. Enfin, de quoi parler? Non, elle n'est pas isolée. J'ai dit suiviste comme le reste de l'Europe. Je rappelle, Michel, que la France est une force nucléaire. Elle est assise au siège du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une nation cadre nucléaire et spatiale. On n'est pas vraiment faible. Nous ne sommes pas faibles. Justement, nous ne sommes pas faibles. Nous pouvons penser par nous-mêmes. En tout cas, ce n'est pas un débat. Dans la campagne, ça devrait l'être. Un tweet de Jacques Attali qui dit « Tout se met en place pour une guerre en Ukraine aux conséquences incalculables. Pendant qu'on débat à Paris du voyage de noces d'un ministre, à Londres de soirées arrosées d'un Premier ministre et à Washington de l'âge du président. » L'astuce, c'est assez juste. C'est-à-dire que l'international occupe assez peu de place dans les débats. Ou de savoir si on doit prendre des cafés debout. Mais attendez, ne soyons pas naïfs. Depuis que M. Poutine est au pouvoir en Russie, il pousse ses pions partout. Regardez ce qui s'est passé en Syrie, regardez ce qui se passe actuellement en Libye, on n'en parle absolument pas. C'est en train de devenir. Je vous rappelle que la Libye, c'est l'intervention de Nicolas Sarkozy qui a déstabilisé la région. Mais peut-être, mais en tout cas, non, c'est plus compliqué que ça. Il y a une volonté assez hégémonique de la part
de Poutine. Il ne faut pas être naïf vis-à-vis de ce monsieur, c'est tout. Voilà. Allez, on va marquer une pause et on va revenir avec votre coup de gueule, Michel Taube, et puis on enchaînera sur les annonces hier faites par le Premier ministre. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et on va évoquer évidemment avec vous les annonces faites par le gouvernement hier, des annonces plus politiques que sanitaires, 15 jours avant de lever certaines de ces contraintes. Michel Taube, vous aviez un coup de gueule ? Ouais, moi j'ai vraiment un coup de gueule. Je suis assez en colère pour tout vous dire. Ce matin, pour la première fois, j'ai été contraint de faire passer à ma fille un autotest. Enfin, c'est moi qui le lui ai fait parce que il y avait un cas Covid dans la classe. Donc pour retourner à l'école, il fallait faire un premier autotest. Je vais à la pharmacie. J'achète 3 autotests avec un bulletin de l'école qui permet de les avoir gratuitement. Le pharmacien me vend les autotests en me disant, parce que j'avais plutôt envie de lui faire un test fait par le pharmacien, considérant que c'est quand même un acte médical, même s'il est simple, mais quand même, moi je suis plutôt contre les autotests. Et quelle n'est pas ma surprise, il me vend 3 boîtes. Je rentre chez moi pour faire les autotests et regardez la boîte. J'ai enlevé le nom de la marque pour pas leur faire de la pub. C'est une boîte où tout est en allemand. Le mode d'emploi, il est en allemand. Donc, vous voyez, tout est en allemand. Il n'y a pas de traduction ni en anglais ni en français. Heureusement qu'il y avait quelques petits dessins pour illustrer comment il faut le faire. Et donc, pour savoir combien il faut mettre de gouttes dans le vérificateur, j'ai vu un chiffre 3, donc j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre 3 gouttes. Enfin, franchement, on est en France, quoi. On est un grand pays. On est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a une puissance nucléaire. On n'a pas de vaccin et on n'est même pas capable de fabriquer nos autotests et de produire nos autotests. Enfin, vous vous rendez compte, c'est la sécurité sociale qui va payer à des entreprises allemandes, britanniques, je m'en fous, peu importe d'où elles viennent, mais c'est quand même extrêmement grave. Ça montre quand même qu'il y a un dysfonctionnement dans notre pays. Voilà. Donc ça, moi, je trouve ça choquant. Je trouve que le pharmacien aurait dû prévenir également, je précise, que c'était des boîtes où c'était que en allemand. Il ne l'a pas dit. Je pense que c'est surtout pas normal, quoi. C'est même pas conforme, je pense, aux directives européennes. Non, normalement, tout doit être. Je n'en sais rien, mais ce que je trouve en tous les cas que franchement, c'est extrêmement choquant et c'est une preuve parmi d'autres de dysfonctionnement et de ce retard qu'on a au niveau de l'intendance générale. Jean Castex. Au-delà de ça, moi, je suis un petit peu plus choquée par ce pharmacien qui a facturé des textes fictifs à la sécurité sociale pour 18 millions d'euros. 18 millions d'euros. Et ce matin, il y avait un article dans Le Parisien. Parce que vous citiez l'exemple, Jérôme Dubus, des entreprises françaises résilientes et tout. Il y a eu beaucoup d'arnaques aussi. Il y a beaucoup de gens. Enfin, franchement, non. Beaucoup, non. Mais donnez-moi des cas précis. Une jeune femme qui a vendu. Parce que là, on est un peu dans le gars avec un faucon, mais donnez-moi des. Déjà, les 18 millions, comment vous expliquez qu'il y a une personne. Non, il n'y a pas. Il y a une sur combien de pharmaciens attendez, il ne faut pas jeter l'opprobre sur cette profession-là, honnêtement. Je n'accepte pas ça. C'est d'une manière générale. Je parlais pas très peu d'arnaques. Je suis désolé. Des fraudes des entreprises, des restaurateurs, mais il y en a eu énormément. Mais vous plaisantez. Mais non, mais des faits précis. Donnez-moi des faits précis. À part celui-là qui est dans Le Parisien, donnez-moi des faits précis. Non, mais ce matin, il y avait un article que je le retrouve dans Le Parisien sur justement toutes ces escroqueries qu'il y a pu y avoir d'argent, de cet argent qui a été quand même donné. D'escroquerie que ça. Bien sûr que objectivement, non. Attendez, je connais des restaurateurs, ils peuvent vous raconter les systèmes qui ont été mis en place à la fois quand il y avait interdiction de travailler sur des espèces de sous-traitance, qui ont eu des aides. Enfin, il y a eu beaucoup de. Mais là, les 18 millions, comment? Mais rien que les 18 millions, comment 18 millions peuvent échapper en tout cas, à la sécurité sociale? Donc c'est l'intérêt. Lui, il s'est fait pincer. Il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas été pincés. 18 millions, voilà. Non. Mais Michel a raison. Moi, je veux réagir sur le fait que ce soit en allemand. Ce n'est que là aussi une évolution de perte de souveraineté. L'Angleterre, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne avec le Brexit. Et pourtant, l'anglais est toujours la langue principale de l'Union européenne. Et le français n'est même plus traduit pour les textes, pour nos députés européens. Alors que le français est langue diplomatique. On a abandonné même ça.
Eh bien voilà, c'est pas étonnant de se retrouver avec des notices en allemand, puisque personne ne semble vouloir faire l'effort d'imposer le français. Et effectivement, là, c'est inadmissible. Au moins, le pharmacien aurait dû, dans ce cas-là, vous le traduire ou vous expliquer quoi faire. Je veux dire, le mode d'emploi est illisible pour les personnes qui âgées, qui avaient des problèmes de vue. Honnêtement, c'était limite. Donc, je trouve qu'il y a à la fois une faute du pharmacien qui n'a pas prévenu. Je trouve ça pas normal. Il en vend des dizaines, voire des centaines tous les jours. Et d'autre part, l'administration n'aurait pas dû accepter des boîtes sans un mode d'emploi en français. Ça, c'est vraiment... et enfin, on est quand même un pays qui est capable de fabriquer des autotests, oui ou non? Enfin, c'est surtout ça. Les millions d'autotests, c'est pas de la high technologie, c'est pas un Michel, vaccin. je parle. Et donc j'aimerais bien savoir ce que Jérôme Dubus et la République en marche en pense. Je partage ce que tu dis et ton indignation sur cette boîte là qui est tombée sur toi. Moi, je fais. Non, mais si je peux pas répondre, ça va être difficile. Si je peux pas répondre, c'est compliqué. Moi, j'ai fait des autotests systématiques depuis un certain nombre de mois. J'ai toujours eu des autotests français. Alors je sais pas, j'ai peut-être eu de la chance, je suis peut-être le seul Français à avoir des autotests français. Il y avait un mode d'emploi qui était dans plusieurs langues, évidemment. En allemand, en anglais, en français, mais c'était des autotests français. Ouais. Moi, je suis plus inquiet. Ce que Michel fait remarquer, c'est que je suis plus inquiet. Les masques sont encore principalement fabriqués en Chine. Mais je suis plus inquiet sur la fiabilité des autotests que sur leur provenance, parce que la fiabilité des autotests, elle est de 50%. Vous avez 50% des négatifs qui aujourd'hui sont sujets à caution. Parce que ce sont exactement les mêmes que ceux qui sont en pharmacie. Ce sont exactement les mêmes que ceux qui sont en pharmacie. Des autotests qui soient faits en pharmacie ou qui soient faits par vous-même, leur fiabilité est contestable, on le sait très bien. Voilà. Mais il y a la moindre fiabilité. C'est pas le problème de fait qu'ils soient faits en pharmacie ou pas. Oui, ce que je veux dire, c'est que la moindre fiabilité des autotests, quand on dit autotests, c'est ce qu'on fait, il est aussi dû à la manipulation. Oui, mais il est aussi dû au système de fabrication d'autotests. Donc arrêtons les autotests. Je voudrais juste dire quelque chose quand même, parce que j'entends tout ce qui est dit, tout est fait à l'étranger, la France est en train de prendre sa souveraineté. Mais enfin bon, en France, si vous voulez construire des masques, vous le faites. Il y a aussi un élan qui doit venir chez les jeunes. On a vu des mecs qui étaient fantastiques pendant cette crise, Covid Tracker, qui ont fait des choses qui étaient exceptionnelles, qui n'ont pas été faites à l'étranger. Donc je veux bien qu'on se dénigre tout le temps, nous les Français, on n'est pas bon, on fait les autotests à l'étranger. Et vous avez raison, Michel. Michel, vous avez raison. C'est pas normal qu'on vous explique pas comment les autotests fonctionnent ou quoi que ce soit. Mais arrêtons tout le temps de nous mettre sous terre et dire qu'on est capable de rien faire en France. On a fait plein de choses pendant la crise. On a été très fort sur plein d'autres sujets. Il faut mettre un petit peu tout ça en avant, sinon franchement, on va jamais s'en sortir et on va toujours dire qu'on est les plus mauvais. Alex Darmon, moi je voudrais quand même dire, comme je le dis souvent et j'ai entendu tout à l'heure que Jacques Attali l'a dit, c'est que fondamentalement, on a perdu la partie, on est tombé de 2-3 divisions, on n'a pas été capable de faire le totem de toute la science aujourd'hui, qui est le vaccin français. Oui, mais ça, c'est le problème européen. Emmanuel Macron pourra dire on est les meilleurs. Quand vous voyez que BioNTech se tourne vers les États-Unis. Il y a un vaccin français qui est arrivé, d'ailleurs, qui n'est pas. Quand vous voyez, c'est un problème européen, parce que quand vous voyez que BioNTech se tourne vers Pfizer, et c'est quand même BioNTech, donc qui est une start-up allemande, donc européenne, qui se tourne vers Pfizer, qui se tourne pas vers un laboratoire européen ou français, c'est catastrophique. C'était l'accord initial il y a 2 ans. Alors, on va passer aux mesures annoncées par le Premier ministre hier. Tiens, il y a une auditrice, Laurence, qui dit: j'ai rencontré le même test que vous, Michel, dans une pharmacie à Reims. Donc, c'est visiblement pas un cas isolé. Mais un autre auditeur nous dit: mais si vous n'aviez pas trouvé d'autotest, vous auriez râlé. Donc, estimez-vous heureux d'avoir trouvé des autotests. On va peut-être marquer une pause et puis on va entamer après avec notre débat autour des mesures. C'était long hier. Oh là 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 là, d'écouter le Premier ministre, j'en pouvais plus d'attendre ces annonces. Tu peux couper, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et j'ai zappé et je suis revenu après et je suis tombé pile au moment des annonces. Mais c'était long. Allez, à tout de suite. Les débats avec vous, on est ensemble jusqu'à midi. Alors,
Premier ministre a annoncé hier donc un calendrier. Certains ont dit je sais pas, je crois que c'est Gilles Calou qui a dit c'est le calendrier de l'Avent. On ouvre 2 cases, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. À partir du 24 janvier, le pass vaccinal sera appliqué. Donc c'est à partir de lundi pour se rendre au restaurant, au théâtre, dans un stade. Et puis à partir du 2 février, fin de l'obligation du masque en extérieur, de l'obligation du télétravail. Grosso modo, je ne vais pas redire toutes les mesures. Le 16 février, c'est la réouverture des discothèques. Enfin, la question, c'est à quoi correspond ce calendrier, Alex Darmon? Est-ce que c'est un calendrier politique ou un calendrier Franchement, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ce calendrier. Là, je vous pose la question, est-ce que c'est politique ou sanitaire? Pourquoi le 24? Pourquoi le 12? Pourquoi le 2? C'est les deux. D'abord le 24 parce que ça vient d'être voté au Parlement et qu'ils ont besoin de faire appliquer le pass sanitaire le plus vite possible, parce qu'à mon avis, il ne va pas durer très longtemps ce pass sanitaire. Donc il faut quand même qu'il y ait la preuve par la démonstration que ça marche et que ça sert à quelque chose. Maintenant, je pense qu'on peut d'abord se réjouir qu'il y ait des perspectives plutôt sympas qui arrivent. Moi, j'adore aller au stade. On va pouvoir y aller, enfin, on peut encore y aller, remarque, avec des jauges, mais on va pouvoir y aller complètement, reprendre à manger au stade. Donc ça, c'est plutôt bien. Les discothèques pour les plus jeunes, j'y vais plus depuis pas très longtemps, mais en tout cas, je n'y vais plus en ce moment. Elles réouvrent, c'est très bien. Bref, il y a des perspectives qui sont importantes. Maintenant, honnêtement, moi, j'espère vraiment pour eux que les hôpitaux vont pas augmenter en chiffres dans les réanimations, que ça va aller sanitairement parlant, parce que si il s'avère qu'avec 450 000 cas, on annonce des mesures comme celle-ci et que dans le temps qui est devant nous, ça s'inverse et que les hôpitaux, les réanimations augmentent, qu'est-ce qu'on va leur mettre dans la guelle? Vraiment. Donc c'est un risque, ils prennent un risque aujourd'hui aussi. Ouais, Michel Taube. Ouais, moi, 2-3 petites choses. Une chose qui est sans importance, mais je veux le dire quand même. Déjà, c'est Jean Castex qui a pris la parole tout seul et Olivier Véran n'est intervenu que dans les réponses aux questions. Donc Valérie, vous vous êtes ennuyée, mais ça aurait pu être 2 fois plus long si les deux avaient pris la parole avant les questions de la presse. Bon, mais ça, Jean Castex commence à exercer sa fonction de Premier ministre à plein. Mais le deuxième point que je voulais dire, c'est pour aller dans le sens d'Alex Darmon. Moi, je pense que le gouvernement, à mon avis, a le viseur vers l'élection présidentielle. Ouais. Grosso modo, on sait très bien qu'à partir de fin février, Emmanuel Macron va devoir se lancer. Et donc, les annonces qui sont faites là, d'un point de vue sanitaire, elles sont un petit peu trop hâtives. Parce que les médecins disent tous que dans les services de réanimation, les services d'urgence, surtout parce que le Micron envoie des concitoyens dans les services d'urgence, c'est pas encore la décrue. On est arrivé à un plateau, mais on n'est pas encore dans la décrue. Donc il y a une certaine prise de risque à vouloir parler si tôt. Mais comme Emmanuel Macron, et je le pense vraiment, commence lui aussi à stagner au niveau des sondages, voire à baisser légèrement, et qu'à mon avis ça commence à flotter très très sérieusement dans la Macronie, je pense qu'ils ont décidé, ils ont pris le risque. Ils ont pris le risque de hâter des mesures positives pour redonner de l'enthousiasme et du bagou et se dire que dans 2, 3, 4 semaines, Emmanuel Macron va pouvoir passer à autre chose, c'est-à-dire à sa candidature. Mais je pense que d'un point de vue sanitaire, il y a une certaine prise de risque. Je pense qu'il va un peu trop vite avec la musique. J'aimerais aussi dire qu'il faut attendre aussi la décision du Conseil constitutionnel qui va arriver d'une minute ou d'une heure à l'autre, parce que le pass vaccinal n'est pas encore c'est pas encore gagné. Il peut y avoir une surprise de ce côté-là, mais je pense qu'effectivement, la conférence de presse d'hier, c'était une sorte d'avant-goût de dire, voilà, dans un mois, on passe à autre chose, c'est-à-dire à la campagne d'Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle. Oui, certains disent qu'ils manipulent encore la peur pour arriver en sauveur par la suite. Maintenant, c'est vrai que le nombre de contaminations est élevé. Les contaminations, ce ne sont pas des malades, mais il y a une tension tout de même dans les hôpitaux. Et c'est vrai qu'on n'est pas... C'est un auditeur qui me dit c'est juste le début de la fin. Donc, je ne sais pas, Georges Kuzmanovic, vous en avez pensé quoi? Parce que certains disent pourquoi le 2, pourquoi ces dates-là? Bon, déjà, on a une levée des restrictions qui est assez réduite. Elle aurait pu être accélérée, moi je pense, au contraire. Et qui masque mal la vacuité d'un pass vaccinal que le gouvernement a voulu et dont on voit bien qu'il n'est pas tellement nécessaire dans la situation actuelle, et que s'il était retiré, il perdrait la face, puisqu'il y a une grosse bataille pour le faire passer. Je suis quand même très surpris que, compte tenu
effectivement de certains risques, il n'y ait aucune mesure qui soit prise pour pousser plus drastiquement la vaccination des 500 000 personnes à risque, en particulier les personnes âgées. On se demande pourquoi. On disserte plutôt de savoir à quelle date est-ce qu'on va pouvoir prendre des cafés debout ou assis, ce qui est quand même frise absolument ridicule. Et il n'y a pas de retour sur... Vous trouvez qu'ils sont imprudents ? Non, je ne trouve pas qu'ils sont imprudents. Je pense qu'ils sont décalés et qu'il y a une dilution de la levée des restrictions qui est beaucoup plus accélérée en Grande-Bretagne. Oui, mais c'est pas dans la même situation que nous. Il y a une levée pour diluer parce que la campagne présidentielle va être très courte et Monsieur Emmanuel Macron a tout intérêt à ce qu'on parle du vaccin et de la Covid à l'infini et pas de l'énergie, de la baisse des salaires, de l'inflation réelle sur les fruits et légumes et toutes ces choses qui sont très très embêtantes sur la réalité du chômage parce que ils se gargarisent que les chiffres s'améliorent, mais comme vous l'avez dit, la réalité c'est que 3 millions de personnes ont perdu leur emploi et que les emplois qui ont été créés en compensation sont des mauvais emplois ou des emplois précaires. Donc c'est ça les vrais sujets. Les Français sont très très atteints dans leur portefeuille et puis il n'y a pas de retour sur... mais pourquoi, comme disait Michel avec son exemple, pourquoi au bout de 2 ans, rien n'est fait? Ça ne veut pas dire que la France n'est pas capable. Moi je suis un grand défenseur, la France est très capable. Rien n'est fait dans quel sens? Faire un pôle pharmaceutique français, national. Vous le faites pas en 2 ans. Mais oui, mais il faut le lancer. Il n'a pas été lancé. Et les Français, ils ont découvert que 80% des médicaments sont fabriqués en Chine. Imaginez qu'on a un conflit avec la Chine. Attendez, on n'a pas. Non, il n'a pas été lancé. Je ne peux pas laisser dire des contre-vérités pareilles. Je dis pas des contre-vérités. Un vaccin a été fait. Il y a 1 an et demi en France, à Saint-Herblaye. Vous vous souvenez le vaccin qui a été fait à Saint-Herblaye? Les 30 milliards de... Il y a un vaccin qui a été fait en France, à Saint-Herblaye. Le gouvernement n'a rien fait pour le renforcer, c'est les Britanniques qui l'ont acheté. Au contraire, les Français peuvent faire. Ce qu'on dit, je pense, en accord avec Michel, c'est que rien n'a été fait pour inciter, pousser à reprendre de la souveraineté en termes de production industrielle. J'ai pas dit que rien n'a été fait. D'ailleurs, alors moi je le dis, rien n'a été fait pour reprendre la souveraineté industrielle. Intervenir 30 secondes. Et on a fermé 5300 lits. D'accord. Ce qui est tout à fait étonnant. Et là, pour le coup, est une véritable prise de risque pour la suite. Si jamais il y a un nouveau variant, fermer 5300 lits avec une population des soignants qui est exsangue. Ils tiennent le coup, mais ils sont exsangues. C'est le record historique de démission de médecins et d'infirmiers et d'infirmières dans l'histoire de France depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est terrible. Ça veut dire que si un jour, là, dans 6 mois, imaginons qu'il y a un variant, ça serait pas surprenant, vu ce qui se passe, plus grave, là, ils seront très responsables. Alors... Non, Jérôme écoutez, on a ce débat depuis l'arrivée de la pandémie. Certains nous disent vous allez trop vite, d'autres nous disent vous allez trop lentement. Bref, chacun s'érige en professeur de médecine, sachant la vérité oubi et torbi. C'est assez lamentable d'entendre des choses pareilles. Normalement, ce qui est lamentable, c'est de gouverner. Je vous ai pas interrompu. Alors, allez-y, Jérôme. Je vous ai laissé parler 5 minutes presque. Hein, okay. Alors, vous me laissez parler. Allez-y. Vous aimez exagérer? Non, parce que c'est un peu pénible. Donc, si vous voulez, on a ce discours depuis 2 ans, de gens qui vous disent je suis meilleur que les meilleurs professeurs de médecine, et moi je vais vous dire ce qu'il faut faire, et je vais vous dire la vérité. En réalité, personne ne sait. Cette pandémie, c'est une incertitude totale et quasiment quotidienne. Donc, s'il vous plaît, un peu d'humilité. Un peu d'humilité sur ce sujet, et je pense que ce serait la bonne. Le meilleur médecin, c'est Monsieur Macron qui décide dans son conseil de défense. À la présidence de la République. Conseil de défense sanitaire. Donc, si vous voulez, qui n'est jamais vu dans l'histoire de France. Regardez ce qui se passe un peu en Europe. Ce qu'a dit le Premier ministre espagnol. Il a dit qu'il fallait vivre maintenant avec non plus une pandémie, mais avec une maladie permanente. Donc ils sont en train aussi d'ouvrir aussi. Regardez ce qui se passe en Angleterre. C'est 2 pays complètement différents, avec des situations différentes. Ils ouvrent aussi. Nous, on fait une ouverture aussi. D'ailleurs, vous l'avez très bien dit. Ça rend un peu optimiste, enfin, d'avoir entendu hier qu'on allait réouvrir un peu. Là, c'est de la politique. On nous dit que ça va pas assez vite. D'autres nous disent que ça va trop vite. Ça rend optimiste. C'est le but. C'est d'ouvrir. C'est de la politique. Mais en Angleterre aussi, on ouvre. En Espagne aussi, on ouvre. Il n'y a pas d'élection présidentielle. Et en Italie, en Autriche. Donc, si vous voulez, il faut relativiser tout ça. Et en Autriche, effectivement, ils viennent de rendre le vaccin obligatoire. Et ça va être peut-être le cas en Allemagne également. Mais moi, j'ai toujours été pour le vaccin obligatoire. Le RSA ne sera pas donné aux non-vaccinés en Italie. Donc, si vous voulez, il faut être en responsabilité. Il faut savoir ce que l'on dit. Ne pas
pas dire tout et n'importe quoi constamment. Il y a une situation extrêmement difficile, très incertaine. Je suis désolé, et on réagit. Je suis désolé, monsieur Dubus, c'est pas supportable. Quasiment au jour le jour. J'ai dit que la levée des depuis le restrictions, début, c'est comme ça. J'ai dit que la levée des restrictions n'était pas assez rapide. Vous me faites dire l'inverse. Ce que j'ai dit, c'est un fait. Je m'adressais aussi à Michel qui dit que c'est l'inverse, qu'on va trop vite. Monsieur, j'ai dit c'est un fait. Le gouvernement, ce que je lui reproche, c'est d'avoir fermé 5300 lits. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? La fermeture de 5300 lits. Enfin, ça va pas assez vite. Mais c'est pas ça que je reproche. Oui, c'est pas la question. Enfin, c'est la question, mais c'est pas que la question. C'est ce que j'ai dit. On aurait 5300 lits de plus, ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait 5300 personnes qui partent en réanimation. Je rappelle à monsieur Dubus qu'il y a eu un an de grève avant la Covid des personnels soignants. Vous vous souvenez? Monsieur Macron, Madame Buzyn s'en moquait, il levait les yeux au ciel. Les médecins disaient avant la crise, nous n'avons pas les moyens. Ils sont encore plus fatigués et ce gouvernement n'améliore pas la situation de l'hôpital en France. Mais du coup, une question, le pass vaccinal, à quoi il va servir? Il va être mis en place le 24, lundi prochain, pour être finalement levé 15 jours après. Mais non, mais cette histoire de pass sanitaire puis de pass vaccinal, c'était un pis-aller, tout le monde le sait. Moi, j'étais pour l'obligation vaccinale, comme ça va être le cas en Autriche, comme ça va être peut-être le cas en Allemagne, qui sont des pays qui ne sont pas des pays arriérés, qui sont des démocraties. Donc, alors, on me dit, ah oui, mais c'est très compliqué d'imposer ça, on ne sait pas très bien comment faire, etc. Ça aurait été, à mon avis, plus clair. Voilà, c'est tout. Non, mais alors attendez, pardon, Alex Darmon avait commencé à prendre la parole. Non, mais sur le pass vaccinal. Maintenant, je pense qu'il faut dire les choses. Le vaccin, on le sait très bien, ne protège pas. Vous pouvez attraper le virus, être contaminé. Il a protégé des formes graves. Non, mais justement, j'allais y venir. Il protège des formes graves. Et l'objectif du vaccin, c'est pas de vous empêcher d'attraper la Covid. Maintenant, on le sait, c'est pas possible. L'objectif de ce vaccin, c'est de soulager les hôpitaux, c'est de faire en sorte que les réanimations ne soient pas remplies, que les urgences ne soient pas remplies. Il y a moins de morts. Et donc indirectement, qu'il y ait moins de morts. Donc ce pass vaccinal, il va servir à ça malgré tout. Il va forcer les gens à se faire vacciner pour faire en sorte qu'il y ait moins de contamination grave. Oui, voilà. mais Alex, moi, ce que je voulais dire, c'est que surtout, je disais que les annonces là, de Jean Castex sont arrivées trop tôt. Mais moi, ma crainte principale, c'est que les annonces de hier soir vont couper net en grande partie la vague de vaccination que le pass vaccinal doit arriver. Vous imaginez un peu, aujourd'hui il annonce, grosso modo on va pouvoir lâcher prise et reprendre une vie normale, et lundi, comme vient de le dire Valérie, entre en vigueur un pass vaccinal qui est destiné à faire vacciner les gens. C'est totalement contradictoire, c'est des injonctions paradoxales, c'est du en même temps, mais la réalité, ça fait qu'il y aura moins de personnes qui vont se vacciner parce qu'ils se disent on vient de nous dire qu'on allait alléger les mesures de contrainte. Donc c'est encore une fois, ils l'ont fait trop tôt et ça va réduire le nombre de vaccinés qui d'ailleurs, il faut le souligner, autant le pass sanitaire a eu un grand succès et je pense qu'Emmanuel Macron a fait preuve enfin le 12 juillet d'autorité, suivi d'autorité dans les faits. Mais là, sur le pass vaccinal, malheureusement, ils sont pas suffisants ceux qui se vaccinent parce que il y a la menace du pass vaccinal. On le sent bien que c'est plus difficile. Donc avec les annonces de Jean Castex, je pense que ça va encore moins amener nos concitoyens qui ne l'ont pas encore fait à vouloir se écoutez, les gens, écoutez, moi je n'accepte pas ce discours qui commence à m'énerver sérieusement. Il y a un an, on commençait la vaccination en France. Ça fait un an qu'on a des vaccins. Et il y a encore un certain nombre de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Et ce serait de la faute de Jean Castex parce qu'il a fait des annonces permettant une certaine ouverture sur un certain nombre de sujets. Si ces gens-là ne se vaccineraient pas, non, mais enfin, on marche sur la tête. Enfin, c'est la nature humaine. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité individuelle que d'aller se faire vacciner. Et moi, je dis que le président de la République, quand il a dit qu'il allait emmerder les anti-vax et ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, il était en deçà de ce qu'il faut faire. Il était en deçà de ce qu'il faut faire. Ça fait un an que les gens peuvent se faire vacciner et ça fait un an qu'il y a encore un certain nombre de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est absolument incompréhensible. Vous savez, monsieur Dubus, que selon les chiffres officiels, 40% de ceux qui ne sont pas vaccinés, il y a des gens qui ne veulent pas se vacciner. C'est faux. 40% de... C'est faux, ce chiffre est totalement faux. Non, il y a des gens qui n'ont pas accès au vaccin. C'est faux. Alors il y a eu un fact-checking hier. J'ai entendu un fact-checking chez nos amis de France Info qui ont dit que ce chiffre
chiffre n'a jamais été prononcé de 40% et qu'il est colporté de plateau en plateau et que c'est une estimation qui a été faite par effectivement un épidémiologiste, mais que le chiffre est faux. Le 40% est faux. Il y a des déserts médicaux. Il y a des déserts médicaux, mais ce n'est pas 40%. Appelle les gens, les médecins se déplacent et les gens ne veulent pas ouvrir. Enfin, parler avec des médecins, c'est ce qui se passe tous les jours. Les gens ne veulent pas ouvrir quand le médecin arrive pour se faire vacciner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi il y a un moment où la liberté a ses limites, c'est tout. Moi, j'ai une amie journaliste qui refusait le vaccin et qui est en réanimation depuis 3 semaines. Le médecin est devant la porte avec ses vaccins et les gens refusent d'ouvrir la porte. Elle s'est pas vaccinée. Elle s'est pas vaccinée, elle était anti-vax. C'est affolant, c'est tout. Voilà. Jérôme Dubus, je répète, moi je suis pour la vaccination et j'étais aussi pour la vaccination obligatoire. Et j'ai trouvé que le chef d'État avait bien fait d'imposer en fait le pass sanitaire. Mais encore une fois, je trouve que c'est contre-productif qu'à l'avant-veille de l'entrée en vigueur du pass vaccinal, on annonce un allègement prochain des mesures. C'est vraiment donner des comptes. Ils auraient dû laisser entrer en vigueur le pass vaccinal et 15 jours après dire « Allez, on va alléger les choses parce que maintenant, la stabilisation de la courbe commence à baisser. » Ça aurait permis pendant 15 jours d'avoir plus de Français qui vont se faire vacciner. Mais je n'ai pas dit que je n'ai en rien soutenu les non-vaccinés, les anti-vax et les vaccino-sceptiques, comme je les appelle. Michel, la personne qui est contactée par l'assurance maladie, qui accepte un rendez-vous, le médecin vient chez elle parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Elle le refuse d'ouvrir sa porte. Et des cas comme ça, parler avec les médecins, il y en a des centaines. Est-ce que c'est la déclaration de Castex, il va changer quoi que ce soit à son comportement? Dans l'inconscient collectif que vous dit Michel Taube, et il a raison, je suis d'accord avec lui, c'est que vous faites passer 2 messages en même temps. Vous faites passer 2 messages en même temps. Avant les déclarations de Castex. Mais d'accord, mais là vous venez de voter. Honnêtement, vous venez de voter un pass vaccinal et vous dites que le 2 février, le 7 février, on va pouvoir aller en boîte. Il n'est même pas encore entré en vigueur. Et vous savez très bien que quand on dit le 2 février, là dès samedi, dès dimanche, ça va changer dans les gens qui ne sont pas vaccinés qui vont c'est logique, c'est humain. Et je vous rappelle que c'est la manière de faire de la République en marche. Quand vous rappelez, il faut pas de masque, c'est très dangereux. On ne sait pas les utiliser. Mettez les masques. Qui en décembre 2020 disait on ne sait pas ce qu'il y a dans les vaccins? Qui disait ça? Un certain monsieur Emmanuel Macron, décembre 2020. 3 mois après, il est sûr que oui. A toujours été pour la vaccination. C'est facile à vérifier. Je demande qui veut fact-checker. Décembre 2020, monsieur Emmanuel Macron dit on ne sait pas qui est-ce qu'il y a dans les vaccins. Qui n'avaient pas accès au vaccin, c'est faux. Une forme d'obligation. D'être anti-vaccin. Vous multipliez les fake news. Attendez, depuis le début. Juste sur l'histoire des 40%, j'ai retrouvé donc les 40% pour vérifier. Ce chiffre de 40% provient d'une enquête de l'INSERM sur le profil des non-vaccinés. C'est une enquête qui indique que les questions de ressources et d'accès aux soins semblent rester déterminantes, mais le sociologue auteur de cette enquête a donné une estimation de 40% en reconnaissant qu'il n'y a pas de chiffre précis. Donc c'est un sociologue, c'est même pas un épidémiologiste. Mais il dit qu'il y a un problème d'accès quand même dans bien sûr qu'il y a un accès, bien sûr qu'il y a un problème d'accès. Donc c'est tout ce que je disais, il y a des gens... Juste une question, si vous voulez, reconnez-moi l'erreur des 40%, mais il y a des gens qui ont aussi des problèmes d'accès, reconnaissez-le monsieur, parce qu'il y a un désert médical qui est créé par ce gouvernement. C'est pour ça que la Caisse d'assurance maladie, depuis 1 an, et depuis que la vaccination est lancée, appelle les gens qui ont des difficultés. Faux. Jérôme Dubus, c'est faux. Mais c'est Jérôme Dubus, c'est faux. Jérôme, malheureusement, Jérôme, c'est très important. Dire cela, c'est faux. Mais moi, j'ai déjà 3 témoignages de personnes qui ont des problèmes de santé graves et qui n'ont jamais reçu d'appel, ni de leur cardiologue, ni de l'assurance maladie, ni de la mairie, ni des associations de quartier pour les encourager. Oui, il y a toujours des exceptions, mais enfin... Il y a un pourcentage non mais on ne peut pas dire. Si les gens veulent se faire vacciner, ils ont les moyens de se faire vacciner. Non, parce qu'un médecin me dit on a eu beaucoup de malades d'origine étrangère avec une vraie barrière de langue, non vaccinés, et il y a toute une frange de la population qui a été complètement exclue de la vaccination. Sur le sida, on a fait plein de communications spécifiques et on ne l'a pas fait sur le Covid. On doit marquer une pause et on se retrouve dans un instant.
Les débats avec vous, on va changer de sujet. Il nous reste plus beaucoup de temps parce qu'on a pris beaucoup de temps sur plein de choses qui étaient tout aussi intéressantes. 2 cadres du Rassemblement national chez Éric Zemmour. Damien Rieu, donc assistant parlementaire du Rassemblement national et ancien responsable de Génération Identitaire. Il a annoncé donc qu'il rejoignait le candidat d'extrême droite, le candidat Éric Zemmour. Et puis l'eurodéputé Jérôme Rivière, porte-parole de Marine Le Pen. Elle a répondu en disant il n'a prévenu personne, pas même ses amis au sein du mouvement. Damien Rieu a pris cette décision. Donc est-ce que ce sont des prises de guerre importantes? Est-ce que c'est oui. Oui. Dès que vous avez, à partir du moment où vous avez un responsable politique. D'un des mouvements qui part dans un autre mouvement, là c'est la droite extrême droite, enfin je n'aime pas qu'on les appelle comme ça, la droite radicale, voilà, droite radicale si vous voulez. En tout cas, oui, c'est des prises de guerre importantes. Enfin, après Pelletier, chez LR. Non mais je suis désolé, dans l'écosystème Rassemblement national, Jérôme Rivière, il est important. Mais ça fait pas changer un électeur, ça peut-être. Je parle pas en transformation. Honnêtement, je ne sais pas si ça fera changer. Non, ça fera pas changer. Je ne sais pas. En tout cas, ce sont des prises de guerre importantes. À partir du moment où vous avez des soutiens qui vous rejoignent, vous réussissez à transformer quelque chose. Voilà. Et c'est pas les premiers. Il a réussi à prendre Guillaume Pelletier. En tout cas, Guillaume Pelletier a rejoint Éric Zemmour. Aujourd'hui, c'est 2 transfuges du Rassemblement national qui rejoignent Éric Zemmour. Donc oui, c'est une réussite pour lui. Et puis il est arrivé il y a 2 mois. Attendez, pour moi, c'est totalement anecdotique. D'abord, vous connaissez le parcours de Guillaume Pelletier. Il vient du Front National. Bon, il retourne un peu à ses origines. Et deuxièmement, Jérôme Rivière venait de l'UMP. Il s'est fait élire sous l'étiquette du Rassemblement national. Il retourne aussi à ses origines. Voilà. Donc, me dire que c'est très, très significatif, non. Non, je crois qu'au contraire, Marine Le Pen a réussi à faire en sorte que son parti tienne. C'est d'ailleurs son Rassemblement national tienne. Il y a très peu de défections. À ma connaissance. Et d'ailleurs, elle avait bien musclé ça avec Bardella pour faire en sorte qu'elle parte en campagne avec un parti derrière elle qui globalement tient la route et qui globalement est derrière elle. Et donc, moi, je ne crois pas à ce genre de défection très importante. Voilà. Ouais. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Michel Taube. Non, je pense pas que c'est des prises de guerre énormes. Enfin, faut quand même convenir qu'Éric Zemmour a réussi en très peu de temps. Enfin, franchement, il est entré en politique il y a 3 mois, à avoir Philippe de Villiers, à avoir Pelletier, à avoir plusieurs personnes du Rassemblement national qui le rejoignent. Enfin, surtout Philippe de Villiers, c'est une belle prise de guerre. Après, je pense que la guerre des droites à laquelle on assiste et qui va prendre une tournure beaucoup plus violente dans les semaines qui viennent entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, elle fait le jeu d'Emmanuel Macron. La réalité, c'est ça que je vois surtout. C'est-à-dire que tant qu'ils vont s'auto-détruire mutuellement, que ce soit Zemmour et Marine Le Pen, mais aussi la branche de droite de Valérie Pécresse et d'Éric Ciotti, ça va être très très dur pour eux de s'en sortir. Et encore une fois, je pense que ça fait le jeu fondamentalement d'Emmanuel Macron. Ouais. C'est le grand mercato dans la droite dure. Chacun se demandant qui serait mieux placé et faisant des paris. C'est plutôt des questions de carrière personnelle. Modulo certains parcours, que Damien Rieu rejoigne Zemmour me semble parfaitement logique par rapport à ce qu'il est. Damien Rieu, c'est quand même l'ancien, c'est génération identitaire. C'est-à-dire l'aile, c'est Occident. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'extrême droite en France, c'est Occident, c'est-à-dire très libéral économiquement, et ultra conservateur, voire xénophobe. C'est le cas du mouvement que préside Marion Maréchal, où était intervenu Zemmour, sorte d'union des droites. Dont Damien Rieu est très proche. Donc, c'est plutôt logique qu'il soit dans ce bloc-là que dans le bloc. De même que pour Rivière, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait logique. Il revient un peu à ses origines. Donc tout ça me paraît pas très important. D'ailleurs, les Français s'en fichent totalement. Enfin, excusez-moi. Mais en fait, là où c'est intéressant et où je pense que c'est des prises de guerre, c'est que Zemmour il est dans le coup d'après. Encore une fois, il pense bien évidemment à la présidentielle. Et de moins en moins, je trouve, il pense aux législatives. Il est en train de construire un parti, de construire une force autour de lui. Et aujourd'hui, quand vous récupérez des personnalités, comme on l'a dit, avec De Villiers, avec Guillaume Pelletier, avec Jérôme Rivière, avec Damien Rieu, et vous avez raison de rappeler d'où il vient, effectivement, ils sont beaucoup plus en adéquation avec Éric Zemmour, c'est important parce qu'il construit des visages autour de lui qu'on connaît.
là où on ne connaissait personne autour de lui. Et aux législatives, son but, c'est d'avoir des gens qui soient élus, d'avoir des députés. Et là, il commence à mettre des gens qui peuvent se présenter, qui ont déjà fait des campagnes. Damien Réau régional, Guillaume Pelletier, il est député actuellement, Jérôme Rivière, il est député européen. Ce sont des élus. Non mais d'accord, j'entends bien qu'il construit son parti, mais si vous voulez, les législatives depuis la réduction du mandat présidentiel à 5 ans, c'est le 3e tour ou le 4e tour des présidentielles. Ça, on verra. Ouais, je suis pas sûr que ça se passe comme ça cette fois-ci. Je pense que ça préfigure une grosse prise qui sera Marion Maréchal. Oui, c'est possible. Mais pour cette élection-là, pour faire le bloc dont vous parliez, sûrement après les présidentielles. En tout cas, c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui se construit. Mais après les présidentielles. Oui, après les présidentielles. Parce que là, il y aura effectivement un remue-ménage. Ouais. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff. Très bon week-end sur Sud Radio.